Allez, cette question à présent, sans évidemment sombrer dans le catastrophisme, mais il faut se la poser. La prochaine crise financière, si jamais elle arrive, est-ce qu'elle sera encore plus aiguë, plus grave, plus violente, avec des banques qui n'ont jamais été aussi grosses? Pourquoi se poser la question? Parce qu'on a Standard & Poor's, l'agence de notation, qui vient de sortir une étude qui montre que les plus grandes banques dans le monde eh bien, sont encore plus grandes, plus grosses. Elles ont doublé, triplé, quadruplé de taille depuis donc, la dernière crise de 2007. Bonjour Eric Heyer. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Moi j'ai trouvé à titre perso, et c'est en lisant les Échos, c'est vrai que cette étude d'S&P, qui est un peu flippante, pardon, mais en filigrane, on a compris que 10 ans, encore une fois, après la crise, les géants bancaires sont encore plus gros, encore plus grands. La leçon, enfin, on entendait les autorités nous dire après la crise, il ne faut pas qu'il y ait des banques qui soient trop grandes parce qu'après elles sont too big to fail, elles sont trop grandes pour faire faillite. On devra venir les aider, il faudra les renflouer. Qui dit quand c'est l'État qui renfloue, on sait qu'en fait c'est le particulier, c'est le contribuable qui paye. Et donc voilà, et donc on se demande si on a vraiment retenu les leçons de la dernière crise en laissant ces banques grandir. Alors certes, on va rentrer dans le détail après, il y a plus de fonds propres, plus de liquidités, elles sont plus encadrées, mais quand même, elles sont même 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grosses qu'il y a 10 ans. Ça, oui. c'est une réalité. Oui, ça, c'est une réalité, effectivement. Et c'est d'ailleurs en Europe où on trouve ces mastodontes. Pas que. Pas que, mais essentiellement. Vous voyez que les indices de concentration, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous prenez les bilans des 4-5 grosses banques ramenés à l'ensemble du bilan consolidé en Europe, on était aux alentours de 43% en 2005, on est à 48%. Donc ça augmente, effectivement, c'est encore plus concentré. Alors, ça, effectivement, ça pose des problèmes. On voit ces banques américaines, c'est intéressant parce que ces grandes banques mondiales qui ont doublé, triplé, quadruplé de taille de bilan, les engagements pris, on a Bank of America, il faut les citer, on a JP Morgan, on a BNP Paribas, HSBC et ici ICBC qui est la première banque chinoise. Non, c'est vrai, c'est énorme. Ça représente, vous voyez, alors moi, les chiffres européens m'inquiètent plus qu'américains. Vous voyez que les bilans, ça représente 3,5 fois le PIB européen, des banques européennes. Donc vous voyez que c'est extrêmement Les bilans, important. quand on prend le bilan, c'est donc l'actif, c'est les engagements, en fait, les engagements. Alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt 1,5 fois le PIB américain. Donc c'est quand même bien plus inquiétant, me semble-t-il, en Europe. Alors ensuite… Elles sont plus grandes, est-ce qu'elles sont pour autant plus systémiques? Alors voilà, c'est ça. C'est ça la vraie question. On n'est pas là pour angoisser. Non, mais la question est… Alors d'abord, est-ce que… on a quand même pris des mesures, et d'ailleurs ces mesures de macro-prudentielles, vous voyez qu'il faut retenir quand même, alors ça ils n'ont pas retenu la leçon, c'est-à-dire que généralement, mais ça c'est vrai pour toutes les politiques économiques, il faut durcir quand on est en haut de cycle et il ne faut pas trop durcir quand on est en bas de cycle. C'est le côté un peu contracyclique. Vous voyez, l'austérité, il ne faut jamais la faire en bas de cycle, il faut la faire en haut de cycle. De la même manière, quand vous durcissez, c'est ce qui s'est passé en 2008, on a durci les conditions à partir de 2008, on a commencé à mettre des ratios prudentiels un peu plus importants. Ça veut dire quoi, juste pour le commun des mortels, mettre des ratios prudentiels? Il faut que les fonds propres associés au crédit que vous allez verser, il en faut un peu plus. Il faut plus de fonds propres pour le même euro de crédit. Exactement. D'argent prêté. Donc du coup, ça, quand vous durcissez en bas de cycle, voilà, vous concentrez parce que finalement, ce sont les plus robustes qui se maintiennent. Alors du coup, ça fait moins de distribution de crédit, donc ça, c'est pas très avantageux pour justement la croissance économique. Et puis après, ça fait une concentration sur les plus grosses, et plus c'est concentré, et moins il y a de concurrence, plus voilà, vous avez des mastodontes. Donc attention aussi, il fallait se souvenir de ça. Et il faut s'en souvenir encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la tentation, notamment aux États-Unis, c'est de déréguler à nouveau. Et donc, vous voyez que Donald Trump. Ce que veut faire Donald Trump, lorsqu'il met Jérôme Powell à la tête de la Fed, on peut considérer qu'il est un peu plus favorable à la dérégulation, alors qu'au contraire, vous voyez, si on considère que les États-Unis sont revenus en haut de cycle, c'est pas le moment de déréguler. Au contraire, ça aurait été à ce moment-là où il fallait durcir. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais effectivement, il y a tout de même eu des avancées, et notamment des avancées le lien entre ces banques systémiques qui, lorsqu'elles faisaient défaut, pouvaient provoquer au niveau de l'État… En zone euro. En zone euro, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de résolution des crises bancaires. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en zone euro, si j'ai bien compris, c'est de la théorie parce qu'en pratique, on sait que ce sera peut-être compliqué à appliquer. Pour éviter, encore une fois, que les États mettent la main à la poche, qu'est-ce qu'on va faire si une banque devait faire faillite? D'abord, on irait prendre l'argent dans la poche des actionnaires, ensuite les créanciers. Ensuite, les dépôts certains dépôts qui sont pas sécurisés. Au-delà de 100 000. Voilà, 100 000 euros. Ensuite, et après, au bout du bout, effectivement, le contribuable… Si besoin. Cette règle, elle fonctionne en fait pour des banques, des petites ou de taille moyenne. On sait que si une grosse banque venait à faire défaut,
défaut, in fine, le contribuable renflouerait. C'est pour Parce ça qu'il y aura que un risque de oui. faillite en chaîne. Mais c'est très théorique tout ça. Mais oui, c'est très théorique. Et c'est pour ça que, vous voyez, que c'est important la taille. C'est-à-dire qu'on a quand même en tête que plus on est gros, plus on peut diversifier les risques et donc plus finalement le système fonctionne mieux. Mais il y a quand même et puis il y a des économies d'échelle, donc on voit bien que la taille est importante. Sauf qu'il y a quelque chose de non linéaire dans la progression de la taille, c'est-à-dire que sans doute il faut les petites banques finalement ne sont pas extrêmement efficaces et peuvent aussi faire faillite, et donc il faut une taille critique, mais au-delà d'une certaine taille. Là, pour le coup, les effets, il y a des déséconomies et l'effet peut être extrêmement pervers. Et donc, mais quelle est cette taille? Enfin, voilà, il est assez difficile à le dire, mais effectivement, les mastodontes, il faudrait un peu les séparer. Et donc, c'est ça la décision que beaucoup d'économistes essayent d'avancer, c'est qu'il faut bien essayer de séparer ensuite ce qui est de l'activité de détail de ce qui est l'activité en fait, des banques d'affaires. Et donc, ça permettrait tout de même d'avoir des tailles relativement importantes. En France, on ne l'a jamais vu, sous François Hollande. Oui. Alors, ça touchait que 1,5-2% de l'activité, donc ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a eu Volcker, Vickers. Donc, du coup, il y a un peu cette idée-là. On voit que une crise financière, ce n'est pas forcément une dépression économique. Vous voyez, on peut avoir, la prochaine crise financière, elle est devant nous, ça je peux vous l'annoncer. Après, je ne peux pas vous annoncer quand. Mais par contre. Qui viendrait d'où d'ailleurs? Elle viendrait de ces mécanismes-là. On n'a pas retenu tout de même l'idée que... Quel mécanisme, si on est précis? Des mécanismes d'endettement trop importants des agents, privés, une prise de risque... Privé, public? Alors, privé, ça vient toujours du privé, ce n'est pas du public. C'est bien sûr les agents privés, et notamment les ménages, s'endettent de façon trop importante. Les banques, ensuite... accompagnent l'activité. Accompagnent cela en prenant énormément de risques. Et joue après avec des activités de marché. Trop de risques ou moins, puisqu'il faut plus de fonds propres par euro prêté? Non, c'est-à-dire que... Parce que là, sinon, on dit un truc à son contraire. Hein. Non, alors c'est-à-dire que tant que c'est régulé, c'est-à-dire que tant qu'on vous arrivez à avoir une régulation assez forte, et plus vous régulez, plus vous mettez des fonds propres en face de cela, moins c'est risqué. Mais on voit bien qu'en 2008, c'est justement, ces ratios-là étaient extrêmement faibles. Et il y avait surtout un manque d'opacité, enfin il y avait au contraire un manque de clarté, il y avait une opacité, on ne savait pas qui détenait effectivement tous ces risques-là, on avait titrisé tout cela, on a fait des avancées là-dessus, même si ce n'est pas parfait, il y a un superviseur qui est relativement capable de nous dire qui détient le risque, il y a tout de même des stress tests qui sont menés et donc qui permettent de savoir, aujourd'hui en Europe, on sait que les banques italiennes sont un peu plus vulnérables que d'autres banques et donc on arrive à un peu mieux à avoir un schéma, mais on ne maîtrise pas tout. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est parti avec des endettements des ménages. Pardon, mais tant que le taux d'intérêt reste bas, la crise financière, on ne la verra pas. Et donc, oui, mais si on est dans le cadre du Japon, c'est vrai. Si le Japon est un marqueur avancé de ce qui va nous arriver, on se dit qu'on est tranquille pour 10 ans. Là. Oui, mais alors, les taux d'intérêt peuvent augmenter. Et les taux d'intérêt... Alors, effectivement, mais la crise, elle ne viendra pas immédiatement. Mais on voit bien que... Il n'y aura pas de hausse de taux en zone euro, a priori, on se dit avant 2020. Oui, non, d'accord. Non, mais moi je suis assez d'accord avec cette idée-là. Quand on annonce le mauvais temps, un jour ou l'autre, il arrive. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Et surtout, ceux qui l'annoncent depuis à peu près 2010, vous voyez, un jour... Ils en sont pour leurs frais. Hein. Pour l'instant. Mais vous voyez, vous pouvez toujours continuer à dire, à continuer à ce discours-là. Il ne faut surtout pas qu'il change d'ailleurs ce discours-là, parce que ça va arriver un jour. Et ça serait dommage qu'il le change. Ça s'appelle les portes de Saloon. Voilà. Non, mais donc, on le sait, le problème, c'est se dire, le jour où il y aura une sorte de crise financière, où certaines banques feront faillite, est-ce qu'on va retomber... Du fait du surendettement des ménages, de prise de risque remboursée. Voilà, et de prise de risque inconsidérée de ces banques-là et de fait d'avoir joué sur les marchés. Est-ce que on va retomber dans une dépression à la 29 ou à celle de 2008 C'est ça l'enjeu, le véritable enjeu. Et donc, c'est sur ces questions-là, en fait, où on n'a pas pris à mon avis, toute la mesure. Et on voit bien qu'on a des avancées, encore une fois, surtout en Europe. L'union bancaire est une avancée, mais il va falloir renforcer. Une avancée sur le papier, on attend de voir effectivement dans les faits comment ça se passera. Donc on a des banques qui sont plus grandes, qui renforcent leurs fonds propres, ce qui explique qu'elles soient moins rentables. Les rentabilités des banques aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient avant la crise. Ah bah oui, en termes de ROE, rentabilité sur fonds propres. C'est vrai. On est sur du 5-7 alors qu'on était sur du 15-20 avant. Oui, mais bon. Mais c'est lié justement au fait qu'il y ait plus de fonds propres. Oui, bien sûr, il y a plus de fonds propres. Non, mais il n'y a pas que cela qui. Donc d'un côté, on dit qu'elles sont moins risquées, mais elles sont plus grosses. C'est difficile de trancher. Hein.
Non, alors, attendez, c'est difficile de trancher. Non, mais la rentabilité, il y a d'autres éléments qui expliquent une rentabilité plus faible. On a injecté énormément de liquidités. Il y a les taux d'intérêt qui sont négatifs, oui, bien qui sûr. sont extrêmement faibles. Enfin bon, je pense que l'enjeu n'est pas vraiment là. Les banques restent rentables et même extrêmement rentables. Il faut juste qu'elles reprennent un peu leur business vertueux, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles reprennent du risque, mais du risque sur des investissements productifs. Mais elles prêtent à l'économie. Sur ce débat, on pourrait dire, pardon, c'est un autre sujet. Mais quand on voit les crédits qui sont octroyés, ils sont en hausse. Vous connaissez mieux le chiffre que moi. Alors aujourd'hui, en zone euro, oui, d'accord, on peut le voir elles font comme le ça. job ou pas assez? Alors, si on regarde le bilan des banques, aujourd'hui, il n'y a que un quart, un petit tiers, 30%, qui sont voués au financement de l'économie. Les autres, ça joue sur les marchés. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup... Enfin, banque d'affaires... Mais oui, mais aujourd'hui, on est quand même dans une banque universelle. Quand on a un client entreprise qui vous passe un ordre pour se couvrir contre un risque de change parce qu'il vend des avions, etc. à l'export, c'est la banque de marché, mais ça reste de la banque commerciale. C'est vrai. D'entreprise, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention quand on parle de banque de marché. Non, d'accord. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a que 30% finalement du bilan qui va vers le financement de l'économie. On peut considérer que c'est relativement faible. Historiquement, c'est faible? Ah oui, historiquement, c'est faible. Alors donc, du coup, on pourrait essayer de renverser, ou en tout cas de rééquilibrer ce ratio-là. Ça permettrait, aujourd'hui, même si l'octroi de crédit est un peu plus dynamique, il reste relativement faible. On revient à la question, on finit là-dessus, Eric. La prochaine crise sera-t-elle plus violente avec des banques, encore une fois, qui sont plus grosses? Est-ce que, dit autrement, ces géants bancaires menacent la stabilité financière du monde? Ou est-ce que, du fait de la régulation supplémentaire, plus de fonds propres, et finalement, même si elles sont plus grosses, c'est pas un sujet vraiment inquiétant? Moi, je dirais de façon assez prudente que ça sera moins fort, les conséquences seront moins fortes, mais attention, aujourd'hui, on a moins d'outils pour contrer cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2008, on a fait une politique budgétaire extrêmement expansionniste, on a fait une politique monétaire extrêmement expansionniste, mais on a du mal à sortir, et on est encore dans les politiques monétaires extrêmement accommodantes, y compris aux États-Unis, et donc on a beaucoup moins de marge de manœuvre. On a du mal à en sortir. Attention, d'un point de vue du policy mix macro, on a moins de manœuvre, mais attention, le gros risque aussi, on n'en a pas parlé, c'est tout ce qui sort en fait de cette régulation, c'est ce qu'on appelle le shadow banking. Ah oui, c'est vrai ça. Et ça, le shadow banking, on ne sait pas très bien le mesurer, mais lorsqu'on prend une insertion extrêmement faible, enfin la plus faible possible, ça représente quand même la moitié du PIB mondial. Donc c'est pas rien. Donc le sujet viendra peut-être de là. Et voilà, et le sujet viendra de là parce que les établissements qui prêtent en fait, mais sans être régulés comme les banques. C'est un peu régulé, mais beaucoup moins régulé que les banques. Bon, on en parlera une prochaine fois, vous reviendrez avec plaisir. Éric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Merci pour ces explications. Au revoir, David. Bye.